Merci beaucoup d'être là. On est peu nombreux pour le moment. On va probablement avoir d'autres parents qui vont se joindre à nous. Donc, je me présente, Émilie Brousseau. Je travaille pour la Société d'arthrite du Canada comme coordonnatrice mission, euh, plus pour le volet enfants et parents, donc le volet famille. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Nancy Desmarais, qui est pharmacienne propriétaire, qui a généreusement accepté de nous offrir la conférence de ce soir sur l'immunosuppression chez l'enfant. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Desmarais. Si vous avez des questions, je suis en train d'oublier, si vous avez des questions pendant la conférence, je vous invite à les écrire dans le chat. À la fin de la conférence, s'il reste des questions qui n'ont pas été répondues, alors Madame Desmarais pourra prendre quelques minutes pour répondre aux questions. J'ai bien l'impression que plusieurs de vos questions vont déjà être répondues pendant la présentation. Donc, je vous invite à utiliser la boîte de chat si vous avez des questions au fil et à mesure que la conférence avance. Si à la fin, il reste des questions, alors on pourra prendre le temps d'y répondre. Je vous cède la parole, Madame Desmarais. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, bonjour tout le monde. Ce soir, on va parler d'un sujet quand même assez sensible, l'immunosuppression chez l'enfant. On va essayer de démystifier un peu tout ça, parce qu'en fait, le mot immunosuppression, des fois, ça peut faire peur. Puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a exactement là, dans notre quotidien. C'est ça, comme Mme Brousseau a dit auparavant, on va prendre les questions à la fin, parce qu'en fait, là, je vous remercie. La plupart, vous avez fourni des questions à l'avance. Donc, ça m'a permis de préparer une présentation qui, je pense, va pouvoir répondre davantage à vos besoins. Mais si jamais il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, là, ça me fera vraiment plaisir à la fin de regarder ça avec vous. Donc, si on regarde rapidement de quoi on va parler là, dans les prochaines minutes, en fait, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est exactement l'immunosuppression. On va parler un petit peu de ses implications dans la vie courante puis de tous les défis que ça représente au quotidien. On va regarder un petit peu aussi qu'est-ce qu'on peut faire là, pour prévenir les problèmes liés à ça, comment on gère les risques inhérents au traitement. On va regarder un petit peu, là, j'ai mis un point varié, un peu autre sujet où j'ai mis un peu toutes les questions qui n'étaient pas répondues là, dans les points précédents. Puis finalement, je voulais vous présenter là, trois, quatre ressources que j'ai identifiées que je pense qui pourraient vous être utiles si vous désirez les consulter là, suite à la présentation de ce soir. Donc, tout au long de la présentation, on va avoir deux enfants qui vont nous suivre. En fait, on va s'inspirer un peu de leur histoire pour répondre là, aux différentes questions. Le premier, c'est la situation de Xavier. Xavier, c'est un petit garçon débordant d'énergie qui a 6 ans et demi. Il a eu un diagnostic là, de polyarthrite rhumatoïde. Puis, il reçoit du méthotrexate en injection là, une fois par semaine. Xavier, comme on l'a dit, il a beaucoup d'énergie, mais c'est aussi un grand sportif. Il aime les sports d'équipe majoritairement, donc il aime jouer au soccer puis au baseball. Puis il n'y en a jamais assez avec lui. Il voudrait toujours être avec ses équipes de sport. Ses parents planifient un voyage dans le sud cet été, probablement au Mexique. Donc, il se questionne s'il va avoir des répercussions là, par rapport à son traitement. Notre deuxième enfant qu'on va suivre tout au long de la présentation, c'est Emma. Emma, c'est une petite fille très attachante de 8 ans. Elle souffre elle aussi d'arthrite, là, tout comme son amie. Elle reçoit un argent biologique. Emma, elle est plus calme que Xavier. C'est une artiste, en fait. Elle adore la musique et la danse. Elle aime aussi beaucoup les chats. Donc, il y a des chats à la maison. Puis, ben, Emma, elle est aussi asthmatique. En fait, on commençait par définir c'est quoi, en fait, l'immunosuppression. Puis, l'immunosuppression, c'est un bien grand mot pour dire, en fait, que nos mécanismes de défense, ils sont diminués. En fait, là, la définition officielle, c'est l'atténuation ou l'abolition des réactions immunitaires de l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça veut dire qu'on est un petit peu moins capable de se défendre là, contre les infections de toutes sortes, que ce soit causé par des bactéries, des virus, des champignons. Notre système immunitaire peut avoir un peu plus de difficulté à les arrêter. L'immunosuppression, on passe tout de suite dans notre tête là, ce soir à celle causée aux médicaments, mais il faut penser aussi qu'il y a d'autres causes possibles. Dans le fond, ça peut être secondaire aussi à des maladies parfois. Puis ça peut être aussi quelque chose qu'on peut avoir à la naissance. Il y a des sortes d'immunosuppression qu'on peut avoir là, dès le très jeune âge. L'immunosuppression, ben, elle peut aussi être d'intensité différente. On peut combiner différentes causes chez une même personne qui peut faire qu'elle va être plus immunosupprimée qu'une autre personne qui reçoit le même traitement.
Puis aussi, si on additionne plusieurs traitements qui causent de l'immunosuppression, ben, on va avoir tendance à avoir une immunosuppression de plus forte intensité. Si on pense aux causes autres que la médication qui peuvent causer l'immunosuppression, ben, il y a les cancers, bien entendu. Ça, c'est une qu'on connaît quand même assez fréquemment. Il y a la malnutrition, l'insuffisance cardiaque, les problèmes respiratoires sévères, tout ce qui est maladie rénale aussi, l'obésité importante. Il y en a de plus en plus dans notre société nord-américaine, mais ça a tendance à accentuer là, les effets des immunosuppresseurs. Les patients diabétiques aussi vont être plus sensibles à ça. Puis bien entendu, toutes les formes de chimiothérapie en tant que telles là, vont diminuer l'immunité. Pourquoi qu'on a besoin d'un immunosuppresseur? Ben, en fait, l'immunosuppresseur réduit l'activité du système immunitaire. Puis dans le fond, le problème dans plusieurs maladies, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde, c'est que notre système immunitaire va attaquer aussi des tissus sains. Fait qu'il ne s'attaque pas seulement à des bactéries ou à des virus là, qui sont les ennemis, mais des fois, il y a de la misère un petit peu à reconnaître les bonnes cellules des mauvaises cellules. Donc, il peut avoir une réaction qui va entraîner de l'inflammation puis qui va causer des dommages. Fait que, typiquement, dans la polyarthrite rhumatoïde, notre traitement immunosuppresseur, ben, il réduit l'inflammation puis il prévient les dommages là, aux tissus et aux articulations. Puis il empêche, en fait, le système immunitaire d'attaquer là, le corps en tant que tel. Il y a différents niveaux d'immunosuppression. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez controversé dans la littérature. En fait, toutes les références ne s'entendent pas à dire, même dans le temps de la COVID, ça avait fait une grosse controverse de classifier l'intensité de l'immunosuppression, à savoir si on donnait là, au départ, vous avez sûrement entendu parler du fameux Paxlovid. Ben là, les gens, on disait seulement les gens très immunosupprimés. Puis là, plusieurs spécialistes un peu se chicanaient à savoir c'était quoi l'immunosuppression sévère. En fait, pour les risques très élevés, il y a des choses sur lesquelles tout le monde s'entend. En fait, les patients qui ont été greffés, qui reçoivent des immunosuppresseurs pour ne pas rejeter l'organe, en général, on va toujours considérer qu'ils sont à risque très élevé. Les patients qui sont VIH positifs, mais avec une diminution là, de leur nombre de cellules de défense. Les patients qui reçoivent plusieurs immunosuppresseurs sont plus à risque. La fameuse cortisone, la prénisone qu'on peut recevoir en période de crise ou des fois là, au début du diagnostic, quand c'est des doses chroniques à haute dose, on s'entend pour dire que ça diminue le système immunitaire de façon importante. La chimiothérapie, bien entendu. La radiothérapie active pendant qu'on la reçoit. L'immunodéficience primaire, ça, c'est une sorte d'état qu'on a à la naissance là, qui fait que notre système immunitaire n'est pas capable de se défendre. Puis il y a certains immunosuppresseurs précis, comme exemple le Rituxan ou le cyclophosphamide, qu'eux, on va tout de suite d'emblée toujours dire que c'est une immunosuppression de niveau élevé. Euh, pour les autres agents, des agents qu'on voit souvent là, dans la polyarthrite rhumatoïde, comme les agents biologiques ou le méthotrexate hebdomadaire, on a plutôt tendance à dire que c'est une immunosuppression qui est moindre. Même certains vont dire que c'est plus des immunomodulateurs que des immunosuppresseurs. Donc, c'est plutôt des risques faibles à modérés en général. Mais tu sais, tout ça, c'est à prendre avec un bémol parce que tous les autres facteurs rentrent en ligne de compte. Fait que donc, ça dépend de la dose qu'on reçoit. Ça dépend aussi si on reçoit d'autres traitements en même temps. Ça dépend aussi de l'état de santé. Tu sais, exemple, un patient obèse, diabétique, qui reçoit de la cortisone, puis un agent biologique en plus, bien entendu, va être plus immunosupprimé qu'un patient qui reçoit un agent biologique seul. Maintenant, plonger un peu plus dans le vif du sujet, maintenant qu'on a fait un peu la partie théorique. Regardez un petit peu c'est quoi nos défis de l'immunosuppression au quotidien. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants là, qui reçoivent ces médicaments-là? Je vous dirais, excusez, ma souris est un petit peu sensible, les diapositives passent un petit peu vite parfois. Je vous dirais, en fait, les défis quotidiens chez les enfants, c'est les mêmes que chez les adultes, mais des fois, c'est un peu plus peut-être difficile à gérer au niveau des contacts, des interactions, puis même en tant que tel, des fois, la compréhension de la maladie là, chez l'enfant. Dans le fond, ben, je ne vous cacherai pas qu'il y a un risque accru d'infection. Les immunosuppresseurs vont tendance à donner de la fatigue chronique qui peut être liée au traitement. Fait que des fois, ça va être des enfants qui vont avoir moins d'énergie, mais ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une possibilité. On a des précautions supplémentaires à prendre en cas de blessure ou de maladie. Exemple, là, si on fait une blessure ouverte ou si on tombe et on se fend le genou, ben, il
faut être plus vigilant parce que le risque là, qu'il y ait une contamination ou que le système ne soit pas capable de se défendre contre l'infection bactérienne est plus grande. Il faut naviguer dans les sources potentielles d'infection. Tu sais, il y en a plusieurs. Je pense que maintenant, avec la COVID, on commence à être plus habitué à se protéger, mais tous les jours, en fait, on a des contacts potentiels, que ce soit en allant à l'école ou à l'épicerie. Les infections, c'est quand même assez répandu. On va vouloir minimiser les contacts à risque, mais on ne peut pas non plus empêcher les enfants de sortir de la maison. Fait que de là, le gros défi. Puis, il faut aussi faire des adaptations de l'environnement pour essayer de diminuer là, les risques là, le plus possible. Si on regarde notre petit Xavier qu'on a vu au début, là, notre grand sportif, ben, qui dit sportif, qui aime les sports d'équipe, dit qu'il est en contact avec beaucoup de gens, hein. Donc, le fait qu'il soit en contact avec beaucoup de gens, ça le met à risque un peu plus grand d'infection. Simplement par le fait que si on est en contact avec 20 personnes, les chances qu'il y ait une personne qui ait un rhume ou une infection est quand même plus grande que si on voit seulement une personne à la fois. Toutefois, en général, c'est les contacts rapprochés qui vont être plus en cause. Fait il y a quand même un moyen de permettre effectivement à Xavier de voir tous ses amis en faisant de l'éducation sur, par exemple, ne pas partager les bouteilles d'eau au bas des joueurs ou des petites mesures simples. Des fois, là, ça peut aider. Il faut faire attention aussi au risque de blessure. Comme on disait tantôt, dans les sports, souvent, il va avoir plus tendance à se blesser puis à avoir des plaies. Ben, les premiers soins à ce moment-là vont être bien importants pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection en tant que telle. Puis, on va revenir un petit peu là-dessus plus loin, mais on a vu que les parents de Xavier, ben, ils planifiaient un voyage dans le sud. C'est sûr, dans le sud, ce n'est pas les mêmes bactéries que chez nous. Si on a juste à penser, on ne boira pas l'eau du robinet parce que ce n'est pas les mêmes micro-organismes. Donc, ça représente un petit défi supplémentaire. On va reparler des voyages le plus en détail un petit peu plus loin. Si on regarde ben, les mesures préventives qu'on peut faire à la maison ou dans la vie quotidienne, il y en a quand même plusieurs. La première, ben, c'est le contrôle de l'environnement. Euh, Premièrement, avoir un environnement sans fumée. Le fait d'avoir un fumeur dans la maison, ben, que l'enfant soit atteint d'une maladie ou non, ça augmente ses risques d'avoir des infections là, dans la petite enfance. Fait que c'est sûr, si on a un enfant immunodéprimé, ben, on augmente d'autant plus ses risques. Donc, s'il y a quelqu'un qui fume dans la maison, ben, idéalement, ça serait d'essayer de ne pas exposer l'enfant ou encore mieux d'arrêter de fumer. Au niveau de la maison, dans le fond, il y a aussi d'avoir une bonne aération, quelque chose d'important, de vivre dans un environnement propre. Si on fait des travaux dans la maison puis qu'il y a des endroits qui peuvent être susceptibles d'être contaminés avec des moisissures ou des champignons, bien, on va essayer le plus possible que l'enfant n'ait pas accès à ça. Une autre mesure aussi, des fois, qui peut être un petit peu plus tannante, ben, c'est qu'il faut faire attention à tout ce qui est bain chaud, baignoire à remous, spa. Des fois, c'est attirant, surtout si on va à l'extérieur, mais c'est des milieux qui sont chauds. Donc, c'est un milieu d'incubation propice pour les bactéries. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis, en fait, aussi, on va essayer dans l'environnement de minimiser les contacts avec les personnes malades là, dans la fratrie ou les parents. Si on sait, par exemple, que le frère ou la sœur est présentement la grippe, il fait de la fièvre, ben, c'est que Xavier, par exemple, ne soit pas en contact là, directement avec lui le plus possible. Le deuxième moyen, qui est un moyen de prévention quand même assez facile, c'est la vaccination. On va regarder tous les vaccins plus en détail tantôt, mais la vaccination, c'est vraiment le moyen de prévenir les infections pour lesquelles on a des vaccins. La santé voyage. En fait, si on planifie un voyage, ben, c'est de rencontrer un spécialiste qui va vraiment regarder avec nous tous les risques. La santé voyage, idéalement, là, on planifie une rencontre environ 6 semaines avant le départ. Ça peut être plus si on est capable, mais si on veut, par exemple, à mettre à jour la vaccination, ben, souvent, ça ne se fait pas 2 jours avant de partir, sinon on ne sera pas protégé. La santé buccale, non négligeable. Juste le fait, par exemple, de changer nos brosses à dents tous les 3 mois, c'est ça qui est recommandé. D'utiliser aussi des brosses à dents à soie souple. Vous allez me dire pourquoi tout ça? Bien, en fait, l'endroit où il y a vraiment beaucoup de bactéries dans le corps humain, ben, c'est la bouche. Fait que le fait, c'est une bonne porte d'entrée aussi. Si on a des blessures au niveau de la bouche ou si l'hygiène buccale n'est pas très bonne, ben, ça nous met quand même à risque de contamination. Si jamais ben, on est malade, comme par exemple, là, si on a le conseil classique, si on a une amygdalite ou une pharyngite à streptocoque, ben, c'est vraiment aussitôt que la période
critique de 48 heures avec les antibiotiques est passé, bien, on jette la brosse à dents et on la change. Même chose pour tous les types de virus. Là, normalement, si on a une infection active à la fin, quand on les guérit, ben, on conseille de changer la brosse à dents parce que ça peut facilement devenir un réservoir là, de bactéries ou de virus auxquels on va être réexposé par la suite. C'est sûr que c'est dommage pour nos enfants qui aiment tellement les animaux. Il y a des précautions à avoir aussi avec les animaux à la maison. On se souvient, Emma, elle aimait beaucoup les chats. Ben, en fait, c'est sûr, souvent, on ne sera pas drastique au point de dire de se débarrasser de l'animal, mais idéalement, on conseille de ne pas faire l'acquisition d'un nouvel animal. Aussi, faire attention à tout ce qui est reptile, tortue, ça peut aussi être porteur de maladies. Si l'animal est malade, bien, le plus tôt possible, on va essayer d'aller voir le vétérinaire parce qu'en fait, il y a certaines, des fois, infections qui peuvent être transmises à l'humain. Pas toutes, là, mais ça peut arriver parfois. Puis aussi, idéalement, autant que possible, éviter que l'animal dorme avec l'enfant immunosupprimé parce qu'à ce moment-là aussi, il peut avoir un risque là, de transmission des germes. Si on a des chats, comme notre petit Emma tantôt, ben, c'est sûr que ça ne serait pas l'enfant immunosupprimé ou la personne immunosupprimée qui ferait le ménage de la litière, par exemple, là, puisque à ce moment-là, précisément, souvent, il y a plus de contact là, avec les bactéries. L'alimentation, ben, c'est plus des règles de base, en fait, une alimentation saine, variée, avec tous les aliments. C'est sûr, on va faire plus attention à la salubrité. Tous les conseils là, tu sais, le ice pack dans le lunch, pas garder les aliments comme la viande là, à température pièce, la contamination croisée lorsqu'on cuisine. Si on coupe du poulet cru sur une planche, mais après ça, on ne coupera pas les légumes sur la même planche là, pour éviter là, les risques de salmonelle, entre autres. Puis, on parle aussi des précautions relatives à l'eau. C'est sûr que nous, tu sais, au Québec, la majorité, avec les systèmes d'aqueduc, l'eau est généralement potable, mais on penserait, exemple, dans les régions plus rurales ou si on va en chalet, là, l'eau de puits, entre autres, ça ne serait pas quelque chose qui serait conseillé de boire sans la faire bouillir là, pour les gens qui sont immunosupprimés. Le lavage des mains, le classique conseil qu'on a entendu vraiment beaucoup dans les dernières années, mais on ne s'en sort pas. Le lavage des mains, ça demeure le meilleur moyen là, de transmettre, d'éviter la transmission des infections. Fait qu'un bon lavage avec du savon pendant 20 à 30 secondes là, sous l'eau, c'est ça qui fait le mieux le travail. Quand on n'a pas accès à l'eau, ben, c'est sûr qu'un gel alcoolisé, ça peut toujours aider. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Les moustiques, de plus en plus, je suis certain que vous entendez parler dans les nouvelles de maladies qui se transmettent par les moustiques. Tu sais, il y avait dans les pays chauds, tu sais, il y a la malaria, il peut y avoir le virus Zika, le virus du Nil occidental. Fait qu'on n'est pas à l'abri non plus en Amérique du Nord là, d'avoir certains virus qui sont transmis par les moustiques. Donc, si on est dans une région exposée avec beaucoup de moustiques, ben, on va conseiller le port des vêtements longs, puis l'application là, d'un chasse-moustique selon les recommandations. Puis c'est sûr, en voyage, selon la zone qu'on visite, ben, on va vouloir se protéger aussi là, contre les maladies transmises là, par les moustiques. Finalement, ben, j'ai mis les antibiotiques. C'est une minorité quand même de personnes, mais il y a des gens qui vont devoir recevoir des antibiotiques de façon préventive. Si leur système immunitaire là, est trop diminué, parfois avoir des antibiotiques qu'on va donner 3 fois par semaine ou des petites doses à tous les jours là, pour prévenir justement le risque d'infection. On va regarder un petit peu plus la vaccination, qui est quand même quelque chose d'important. C'est une des principales recommandations. Là, même souvent, si on est capable, si le calendrier de vaccination n'est pas complété avant de débuter l'immunosuppresseur et que ce n'est pas trop pressant, bien, on va terminer la vaccination avant de débuter là, le médicament en tant que tel. Est-ce que les vaccins, c'est contre-indiqué pendant qu'on reçoit un immunosuppresseur? En général, non. Il y a les vaccins vivants qui sont contre-indiqués. On va les regarder un petit peu plus en détail dans quelques diapositives, mais pour le restant, ce n'est pas contre-indiqué. La seule petite question qu'on se pose, c'est qu'étant donné qu'on diminue notre système immunitaire, on se demande si la réponse au vaccin est aussi bonne chez les patients immunosupprimés. C'est variable dans les études, mais c'est certain que ça confère quand même une protection supérieure que de ne pas se faire vacciner. En général, bien, on va recommander de suivre le calendrier de vaccination régulier selon l'âge de l'enfant. Puis il y a certains vaccins additionnels qui peuvent être recommandés à cause de l'immunosuppression, comme l'influenza, exemple, le fameux vaccin contre la grippe, on va le recommander là, annuellement pour l'enfant, puis aussi pour ses contacts proches.
Il va y avoir les vaccins contre le zona qui vont être recommandés, par exemple, à partir de 18 ans. Puis, bien entendu, ben, les vaccins voyagent selon la destination. Si c'est le calendrier classique d'immunisation là, au Québec que les enfants reçoivent. Fait qu'il y a quand même beaucoup, si on regarde, il y a quand même beaucoup de vaccins qui sont reçus là, souvent avant le diagnostic, parce que l'immunisation est quand même pas mal complétée à 18 mois. Bien entendu, ben, il y a les rappels de diphtérie, coqueluche, tétanos qu'on reçoit là, avant de rentrer à l'école, puis hépatite B, puis le vaccin pour le VPH là, en quatrième année primaire, puis finalement méningocoque et un rappel de tétanos en troisième secondaire, mais la majorité des vaccins là, sont reçus avant l'âge de 2 ans. On va parler des vaccins vivants. Les vaccins vivants au Québec, il y en a quand même quelques-uns disponibles. Euh, Regardez peut-être un par un. Il y a celui, un des plus connus, dans le fond, c'est rubéole, rougeole, oreillon. On l'a vu tantôt à calendrier, il est donné quand même assez tôt dans la vie, hein. La dernière dose était à 18 mois. Les vaccins vivants, on ne peut pas les donner quand on est immunosupprimé. Pourquoi? Ben, en fait, c'est parce que le vaccin il est vivant. Fait que c'est encore le microbe, en fait, là, sur lequel on a un petit peu tapé pour le rendre plus amoché. Mais on n'est pas certain, en fait, à quel point, tu sais, j'ai quelqu'un qui a un système de défense là, affaibli, à quel point il va être capable de se défendre. Euh, la varicelle, ça en est un aussi qui est vivant, mais c'est aussi un vaccin qu'on donne assez tôt en jeune, dans un jeune âge au Québec. Donc, souvent, les enfants vont l'avoir reçu avant d'avoir le diagnostic. Il y a le vaccin pour le zona, le Zostavax, qui est vivant. Toutefois, maintenant, on en a un bien meilleur qui s'appelle Shingrix, qui a remplacé le Zostavax et qui n'est pas un vaccin vivant. Fait que c'est pas trop problématique. Là, maintenant, en fait, le Zostavax, on ne le voit presque plus. Il y a les vaccins pour le rotavirus, qui est un vaccin contre une sorte de gastro-entérite. Ça aussi, c'est un vaccin qui est donné en très jeune âge. Fait que généralement, pas tant problématique là, au moment du diagnostic puis pour le restant de la vie. Pour les grands voyageurs, ben, il y a le vaccin contre la fièvre jaune. Celui-là, il n'y a pas tellement d'alternatives. Il y a le fameux vaccin du choral. On voyait beaucoup de publicité là, à la télévision de la personne qui court aux toilettes là, durant son voyage dans le sud pour éviter la diarrhée du voyageur. En fait, c'est ce vaccin-là. Ce vaccin-là, c'est un vaccin vivant. Fait qu'on ne pourrait pas le donner. Il y a le vaccin oral pour la typhoïde, aussi un vaccin pour le voyage. Pour la grippe, ben, il y a le Flumis, mais c'est un seul type de vaccin. C'est un vaccin nasal, mais presque tous les autres vaccins pour la grippe, c'est des vaccins là, qui sont pas des vaccins vivants, donc ils peuvent être donnés. Puis finalement, un vaccin quand même assez rare, là, celui pour la tuberculose. Qu'est-ce qu'on fait si on veut donner un vaccin vivant? On a besoin de donner un vaccin vivant puis qu'on est immunosupprimé. Ben, en fait, on utilise un vaccin alternatif non vivant. Je vous dirais pour la majorité des cas, que ce soit la grippe, la typhoïde, le zona, on a d'autres alternatives, donc on le donne. Si on ne peut vraiment pas, ben à ce moment-là, exemple, on aurait un enfant qui ne serait pas immunisé contre la rougeole ou contre la varicelle, ben on va s'assurer que tous ses proches qui vivent dans la même maison, tous les gens qui sont, ils appellent ça le vaccin cocooning, fait que tout le monde qui est dans la même cellule à ce moment-là là, vont se faire vacciner. Parce qu'en fait, si les gens proches sont protégés, ils ont beaucoup moins de chances de transmettre la maladie à l'enfant. Donc, c'est une façon de le protéger aussi. Pour certaines maladies, comme exemple la varicelle, on peut donner ce qu'on appelle des immunoglobulines. Fait que dans le fond, on donne directement, comme les petits soldats pour se défendre, là, directement, on les injecte là, aux patients. Fait que si on a une exposition à la varicelle chez un enfant immunosupprimé, puis que l'enfant n'a pas été vacciné, bien, on va pouvoir administrer les immunoglobulines qui sont disponibles dans les hôpitaux en général. Parfois, il va y avoir des médicaments préventifs en cas de contact. Ça peut être le cas pour certains patients qui auraient besoin d'une prévention de la grippe, par exemple, l'influenza. Le respect des mesures d'hygiène strictes, c'est sûr que le fait de ne pas transmettre le virus ou de ne pas l'attraper, ben, c'est la meilleure prévention. Puis, ben, finalement, quand on n'a vraiment pas le choix, comme exemple le vaccin contre la fièvre jaune, ben, c'est vraiment d'avoir une prévention rigoureuse en voyage. Le vaccin contre la fièvre jaune, il n'y a aucune autre alternative. Il y a des pays, par contre, qui demandent d'avoir le vaccin seulement pour ne pas entrer la maladie dans ce pays-là. C'est pas qu'on va l'attraper là-bas, mais ils demandent un certificat. À ce moment-là, c'est certain que les médecins spécialistes peuvent remplir des certificats qui disent que le vaccin est contre-indiqué. Mais si on visite idéalement, ça serait d'éviter de visiter une zone où la fièvre jaune est endémique parce qu'on ne pourra pas se faire protéger à ce moment-là. Pour la diarrhée du voyageur, le vaccin du choral, en fait, ben, il y a d'autres solutions. On peut amener des antibiotiques qu'on va utiliser là-bas si jamais on est malade. Fait que dans la majorité des cas, là, il y a des solutions pour tous les
les vaccins vivants là, qu'on ne peut pas recevoir. Un petit mot sur les antibiotiques. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Les antibiotiques qui peuvent être donnés parfois en prévention. Les antibiotiques, on va aussi les utiliser dans le cas d'une infection active. Les antibiotiques, ça sert seulement à traiter les infections causées par les bactéries. Ça, c'est bien important de comprendre ça. C'est sûr, une bronchite, exemple, ça peut être bactérien, mais ça peut être viral. Quand c'est causé par un virus, ben, il n'y a aucun bénéfice à utiliser des antibiotiques. Que la personne soit immunosupprimée ou pas, ça ne change pas à ce niveau-là. Les antibiotiques, c'est bien important. Quand on s'en fait prescrire, on les prend au complet. On les prend tels que prescrits. Des fois, c'est tentant de dire ah, je vais vraiment mieux, il reste 2 jours, je ne les prendrai pas. Mais s'il reste quelques bactéries, ben, à ce moment-là, elles peuvent devenir résistantes, puis l'infection peut se réinstaller là, en force et être plus difficile à traiter ensuite. Puis, bien important, ben, on ne prend pas les antibiotiques qui restent d'un autre traitement. En fait, il ne devrait jamais nous en rester d'un autre traitement si on les a pris tels que prescrits. Puis, ben, on ne prend pas les antibiotiques prescrits pour quelqu'un d'autre parce que des fois, ça ne veut pas dire que c'est adapté à notre condition à nous ou même il n'y a pas d'interaction avec les autres traitements qu'on prend. Si on se souvient, là, pour Emma, qu'est-ce qu'on aurait comme précaution à prendre particulièrement chez elle, outre les mesures de contrôle de l'environnement de base, puis, exemple, le lavage des mains? Bien, en fait, on se souvient que Emma elle avait un chat. Donc, ben, ça ne sera pas Emma qui va changer la litière du chat, ça va être quelqu'un d'autre qui va hériter de cette corvée. Puis, idéalement, ça, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais éviter qu'Emma la dormir qu'elle dorme avec le chat. C'est certain en plus que Emma a un double, comme un peu un double facteur de risque quand elle est asthmatique, donc souvent le poil d'animaux et tout, ça ne l'aide pas. On va vouloir un bon contrôle de l'asthme chez Emma. Vous allez me dire, ben, l'asthme, c'est quoi le rapport avec l'arthrite ou avec l'immunosuppression? Ben, en fait, c'est sûr, les asthmatiques sont plus sensibles là, au niveau respiratoire. Si son asthme est bien contrôlé, généralement, il ne fera pas de surinfection là, au niveau des bronches ou des poumons. Mais un asthme mal contrôlé, ben, plus ça risque de surinfection. Être immunosupprimé, on attrape plus souvent facilement une bactérie. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent s'additionner. On va, ben, bien entendu, favoriser une bonne santé buccale, fait que le changement des brosses à dents 3 mois, les visites chez le dentiste. Puis, ben, finalement, Emma, c'est une passionnée de musique, donc si elle fait partie de l'orchestre de l'école et qu'elle aime, par exemple, la flûte à bec, ben, on va s'assurer qu'Emma ait sa propre flûte à bec puis qu'elle comprend bien qu'elle ne peut pas nécessairement échanger ses instruments avec les amis, pour ne nommer que ceci. Dans le fond, dans comment gérer les risques, ben, il y a aussi apprendre à identifier ceux qui sont propres à notre enfant. C'est certain que, comme on a vu avec Emma, elle, le chat, son asthme, c'est quelque chose qui peut influer sur sa condition. Mais ce n'était pas nécessairement le cas pour Xavier. L'important aussi d'en parler avec son enfant, c'était une des questions, dans le fond, qui avait été soulevée. Est-ce qu'on peut expliquer à notre enfant qu'il est immunosupprimé, puis c'est quoi les risques qui sont liés à ça? C'est certain qu'un enfant, ça ne sera pas comme un adulte, mais on peut commencer à discuter quand même assez précisément de sa maladie à partir du moment où il a atteint l'âge scolaire. Entre 5 et 6 ans, ça commence à être un bon moment. Avant 5 ans, c'est vraiment des explications qui doivent être très simples et idéalement un petit peu imagées. Mais quand ils sont plus vieux, dans le fond, on peut commencer à expliquer un petit peu plus en utilisant des images. Dans le fond, c'est important de leur expliquer que les cellules qui défendent son corps, dans le fond, ils n'agissent pas nécessairement comme tout le monde. Fait que ça peut être un peu pour ceux qui sont plus sensibles aux infections. Puis que dans le fond, c'est pas. Ils disaient, chez les jeunes enfants, là, surtout au début du primaire, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose de mal, puis c'est un peu pour ceux qui sont plus souvent malades. Dans le fond, juste de dédramatiser, puis ça n'a pas nécessairement rapport avec eux. Dans le fond, le médicament, c'est important, mais ça rend leur corps un petit peu plus sensible là, aux infections. Les cellules ont plus de difficultés à se défendre un peu contre les agresseurs. Puis, il y a des petits, on va cibler les mesures qu'on va leur enseigner là, pour aider à diminuer un petit peu les risques. Si vous êtes intéressé à lire sur ce sujet-là, là, il y a le site Naître et Grandir qui a une belle section sur comment discuter avec son enfant là, de la maladie. Sinon, il y a le site, c'est Cancer Canada. Je sais que la polyarthrite, c'est pas le cancer, mais par exemple, il explique vraiment bien comment expliquer la maladie à un enfant, que ce soit la maladie du parent ou la maladie de l'enfant. Fait qu'il y a de bons exemples, ça peut être une bonne référence, là, parce que des fois, c'est pas tout le temps facile
de parler avec son enfant en jeune âge, mais en même temps, on ne peut pas non plus lui cacher là, la réalité. Ben, il y a maintenir les bonnes habitudes de vie, autant l'alimentation, la santé dentaire, le sport, le sommeil, le fait de bien dormir aussi, notre corps est plus fort, donc il va avoir plus de résistance aux infections. Fait que c'est à ne pas négliger. Puis, ben, dans le fond, éviter les risques en se faisant vacciner puis en évitant les contacts avec les personnes malades. Les risques à l'école. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? On reçoit une lettre de l'école, il y a une épidémie de pharyngite à streptocoque, il y a un cas de rougeole. Ça, un cas de rougeole, c'est sûr, c'est un peu plus dramatique, surtout si l'enfant n'est pas vacciné. Mais votre enfant vient, hey, toute ma classe, ils ont le rhume ou ils mouchent ou ils ont la COVID même. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en fait, la grande majorité des enfants, la grande majorité, si ce n'est pas la presque totalité des enfants, vont pouvoir aller à l'école puis au service de garde là, sans problème. Il faut se rappeler, tu sais, même si l'immunosuppression, ça diminue le système immunitaire, même si on dit dans certaines références que ça double les risques, le risque de base des infections chez les enfants est en général pas si important que ça. Donc, même le fait de le doubler, le traitement, les bienfaits que le traitement apporte sont de beaucoup supérieurs au fait d'augmenter quand même relativement légèrement les risques d'infection. C'est important, par contre, que l'école de l'enfant soit avisée de la situation. Quand ils nous demandent au début d'année de remplir une fiche d'état de santé de notre enfant, mais c'est important de mentionner que l'enfant est immunosupprimé. Pourquoi c'est important? Bien, en fait, c'est aussi parce que s'il y a des cas dans la classe, vous allez souvent informer plus vite, là, notamment pour la varicelle ou s'il y avait des cas de rougeole. Euh, si l'enfant, si on, par exemple, décide de ne pas faire vacciner l'enfant contre la varicelle, puis qu'il n'est pas immunisé, puis qu'il y a des cas dans la classe, bien là, ça devient quelque chose de quand même assez important. Souvent, on va vouloir donner des immunoglobulines là, pour diminuer le risque. Donc, il faut être avisé de ça rapidement pour pouvoir contacter là, votre professionnel de la santé, le médecin, l'infirmière pivot là, pour réagir là, à ce moment-là. L'augmentation des risques qu'on voit à l'école, c'est surtout des risques d'infection virale. Donc, majoritairement des rhumes, majoritairement des gastro. Les infections bactériennes, ça existe, c'est certain, mais ça a quand même. La propagation dans les écoles n'est pas nécessairement supérieure à ce qu'on voit là, dans d'autres milieux. C'est vraiment les infections virales. Généralement, les infections virales vont être moins sévères, vont être quand même moins à risque de se compliquer, donc ça nous inquiète quand même un peu moins. Ben, bien entendu, rappeler le lavage des mains, d'avoir peut-être du Purell à portée de main dans son sac à dos, euh, de garder la vaccination de l'enfant à jour. On le dira, je ne pense jamais assez, c'est un moyen de prévention. Puis ben, la vaccination de tous les proches aussi. Parce que oui, à l'école, il peut attraper des choses, mais tu sais, les frères, les sœurs, les parents sortent de la maison. Donc, nous aussi, on peut ramener des choses à ce moment-là. Fait que se faire vacciner puis se protéger, nous aussi, c'est important. Dans certains cas, c'est quand même vraiment relativement rare, mais un enfant qui est très immunosupprimé par sa condition, qui a plusieurs traitements immunosuppresseurs, ben, il peut avoir un plan de traitement avec le spécialiste de s'il y a tel type de cas dans la classe, on va avoir telle mesure à faire ou l'enfant va falloir qu'il mette un masque, des choses comme ça, mais c'est relativement rare. En général, on peut. La gestion des risques à l'école, ben, c'est la gestion des risques de base, le lavage des mains. On enseigne aux enfants à tousser dans leur coude. S'ils voient des amis qui sont très malades, ben, essayer un peu peut-être de diminuer le contact, là, mais c'est vraiment une gestion avec les mesures de base. Finalement, on n'est pas protégé de tout dans la vie. Hein, fait qu'un jour, ben, ils vont être malades. Qu'est-ce qu'on fait ces jours-là? Ça dépend toujours un peu de la situation. Ça dépend de l'intensité de la maladie, ça dépend de la gravité des symptômes. De base, toujours une bonne hydratation, c'est important. Du repos. Traitement du sport, ben, s'ils ont de la douleur, s'ils ont de la toux, si là, on peut donner les médicaments qui sont appropriés, là, toujours en vérifiant qu'il n'y a pas d'interaction avec le traitement là, de base. On va toujours vouloir surveiller les signes les plus critiques. Une fièvre qui se maintient au 39, certaines références disent 38,5. Fait qu'à partir de 38,5, on commence à être vigilant. Ben, la déshydratation, surtout en cas de gastro, ça peut arriver quand même assez rapidement. Si les symptômes persistent plusieurs jours, si les symptômes s'aggravent de jour en jour, ou si l'état général est affecté. L'état général affecté, là, un enfant qui est moche,
qui n'a plus le goût de jouer, qui est couché sur son bureau, qui a de la misère à se lever de son lit, ça, c'est certain que ça sonne une cloche au niveau là, de la gravité de l'infection. Donc, il faut à ce moment-là agir. Euh, si l'infection est importante, si on a des doutes, si la fièvre persiste, ben, il faut voir un professionnel là, de la santé pour un traitement. Il faut être certain, dans le fond, si c'est une infection bactérienne, là, d'avoir un traitement et de bien traiter l'infection en tant que telle. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les traitements? Ça, c'est une question qu'on se fait quand même souvent poser en pharmacie. C'est sûrement une question que vous vous posez. Mon enfant est malade. Est-ce que, exemple, pour Xavier, je donne son méthotrexate qui est prévu demain quand même? Est-ce que Emma, je donne sa dose de son agent biologique? La réponse, c'est pas une réponse qui fit pour tout le monde, en fait. Ça dépend. Euh, Si on a une infection peu sévère, exemple, le nez qui coule, un petit peu d'éternuement, un petit peu de tout. Tu sais, un rhume plutôt léger ou un plutôt banal, en général, on ne va pas sauter la dose. Ce que, par contre, certains vont recommander, si, exemple, Xavier, on est aujourd'hui mardi soir, il revient de l'école, il commence à couler du nez, il mouche, il éternue, on se questionne, ouais, c'est juste un rhume, sa dose de méthotrexate est due demain matin, ben, on peut toujours attendre un peu avant de la donner. Puis dans le pire des cas, on la donnera jeudi si son état était correct. Puis si jamais son état se détériore, qu'il se met à faire de la fièvre, puis qu'on va consulter, ben là, à ce moment-là, on aura un petit peu plus de temps pour réagir. Ça peut être quelque chose qui peut être fait. Ou tout simplement, si l'état général est très bon et que les symptômes sont vraiment légers, ben en général, on ne sautera pas de dose du tout. Si l'enfant fait de la fièvre, qu'il a une infection, on a une suspicion d'infection, ou quand c'est des infections sévères comme la pneumonie, ça, c'est quand même assez clair. En général, là, on va sauter le traitement jusqu'à temps que la fièvre soit disparue ou que l'infection soit bien maîtrisée par les antibiotiques. Si on n'est pas certain, on peut toujours vérifier là, avec l'équipe traitante. Des fois, il y a des choses qui peuvent avoir l'air banales, puis qu'au final, ça l'est pas tant. Je pense plus à certains types d'infections bactériennes, mais en général, le rhume est tout le temps considéré, le rhume sans fièvre avec pas d'état de l'atteinte générale est toujours considéré comme quelque chose de bénin. Fait qu'en général, on ne sautera pas les doses de traitement. Si, toutefois, vous êtes inquiète et vous décidez de sauter une dose, sachez qu'en général, c'est pas le fait de passer une semaine de traitement sur l'issue à long terme de la maladie, même sur l'issue à court terme, en général, c'est peu important. C'est certain que si on saute plusieurs doses dans l'année sans raison, tout le temps parce qu'on n'est pas sûr, à long terme, ça peut avoir un impact, mais tu sais, une dose ponctuellement à un moment donné parce qu'on s'est dit, il me semble que je le trouve fiévreux, il me semble que ça va moins bien. Il ne faut pas s'en vouloir de façon trop importante, là, mais si on a un doute sur la fièvre ou sur la sévérité de l'infection, ben à ce moment-là, c'est mieux de ne pas donner la dose là, et de consulter. Est-ce que c'est trop risqué de voyager avec mon enfant immunosupprimé? Je me fais poser cette question-là quand même fréquemment. La même chose pour les adultes. Hein, des adultes qui se questionnent à savoir si avec leur traitement, ils peuvent voyager quand même. Tu sais, si l'état clinique elle est stable et qu'il n'y a pas d'inquiétude médicale, tu sais, on ne parlera pas d'un patient qui va vraiment pas bien, là, il peut avoir d'autres raisons de l'empêcher de voyager. Un patient qui est stable, généralement, il n'y aura pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut gérer nos risques. Hein. C'est tout le temps, depuis le début, on dit. Il faut gérer nos risques. Donc, on va visiter une clinique santé-voyage 6 semaines avant le départ. On va s'assurer d'amener une trousse de premiers soins complète pour soigner les petites blessures qu'on pourra avoir ou prévenir les piqûres de moustiques et toutes ces choses. On va faire attention à l'alimentation, plus de chances d'attraper ce qu'on appelle communément la tourista là, à l'extérieur, vu que ce n'est pas les mêmes bactéries dans l'eau, dans la nourriture. Fait que faire attention, dans le fond, pas boire d'eau du robinet, tous les aliments, on les pèle nous-mêmes, ils sont cuits, ou s'ils sont lavés à l'eau ou s'ils ont été pelés avant, c'est pas certain que c'est correct, donc on va éviter de les prendre. On va faire la prévention des piqûres de moustiques, comme on a parlé tantôt, parce qu'ils peuvent donner plusieurs maladies. Avoir toujours un désinfectant à portée de main. Dans l'avion, c'est pas tout à fait évident des fois de se laver les mains, mais Dieu sait que la tablette et les accoudoirs des bancs d'avion, il y a peut-être plusieurs personnes qui y ont touché, donc faire une précaution de ce niveau-là.
L'avantage aussi de visiter une clinique santé-voyage avant le départ, ben, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, on a dit tantôt qu'on ne pouvait pas prendre le Ducoral, par exemple, pour prévenir la diarrhée du voyageur. Toutefois, on va pouvoir se faire prescrire un kit d'antibiotiques, de solutions de réhydratation à prendre là, si jamais on est malheureusement aux prises avec une gastro-entérite là, sévère. Je vais parler un petit peu de la neutropénie, parce que j'avais eu des questions sur ça. Euh, L'immunosuppression et la neutropénie, ce n'est pas nécessairement la même chose. La neutropénie, c'est vraiment une diminution ciblée des globules blancs. Les conseils sur la prévention des infections, ça reste les mêmes. On voit quand même souvent la neutropénie avec des chimiothérapies. On peut en avoir avec d'autres types de traitements, mais c'est sûr que les globules blancs, c'est le même principe. Ça sert à la défense du corps humain. Donc, quand on a une diminution du nombre de globules blancs, ben, on peut être plus sensible aux infections. Il faut faire très, très attention à la fièvre. Tu sais, ils appellent ça la neutropénie fébrile. Donc, aussitôt qu'il y a de la fièvre, qu'on sait que notre enfant est en neutropénie, ben, c'est un drapeau rouge. Il faut consulter à ce moment-là. C'est pour ça que des fois, on va être un petit peu plus prudent. Tu sais, si l'enfant commence à avoir des symptômes, il y a un petit mal de tête, un petit mal de gorge, de ne pas donner tout de suite notre Tylenol ou notre Advil parce qu'on va vouloir surveiller la fièvre à ce moment-là. C'est que le Tylenol, Advil, ça contrôle la fièvre, donc ça pourrait masquer ça. Fait qu'on ne veut pas retarder le diagnostic. Puis, dans le fond, il faut vraiment porter une attention particulière à tout ce qui est plaie aussi au niveau là, de la bouche ou le type de plaie parce que, en cas de neutropénie, ça devient des portes d'entrée quand même assez importantes là, pour les infections. Les signes d'infection plus graves, ben, je vous les rappelle. Dans le cas de la neutropénie, c'est encore plus important. Ben, frissons, tremblements, tout ce qui fait penser à de la fièvre. Rougeur sur la peau avec chaleur, enflure. Ça fait penser à une infection de la peau, là, ce qu'on appelle une cellulite là, en termes médicaux. Des toux avec crachat jaune ou vert. Des mal de gorge importants. C'est sûr, les infections urinaires aussi, là, ça peut causer de la fièvre chez l'enfant. Ça n'en cause pas tout le temps, mais brûlure qui urine avec douleur au bas du dos ou difficulté à uriner, c'est des signes d'alarme. Puis, ben, bien entendu, une plaie qui aura un écoulement vert, jaune ou très malodorant, mais c'est sûr que tout de suite, c'est un signe d'alarme. Il ne faut pas hésiter d'aller consulter. On va parler un petit peu d'immunosuppression et de cancer. C'est vraiment peut-être une des choses qui fait le plus peur avec les immunosuppresseurs. Beaucoup de choses qui sont véhiculées, peut-être pas toujours de la bonne façon. Euh, Lire aussi dans les monographies les choses sur les risques de cancer, ça peut faire peur. Euh, Pourquoi qu'on pense que les immunosuppresseurs, ça peut causer le cancer? En fait, d'emblée, on a toujours cette préoccupation-là quand on a un médicament qui diminue le système immunitaire. Mais en fait, le système immunitaire, il nous aide à nous défendre aussi un petit peu contre les cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule anormale. Hein? C'est une cellule qui a muté. On voit un peu sur l'image ici, là, c'est une cellule jaune avec des bras, alors que toutes les autres, c'est des cellules bleues. Fait que, c'est une cellule qui est différente. Donc, parfois, souvent, au cours de notre vie, on a plein d'espèces de mini-cellules anormales qui auraient des potentiels de devenir cancer, mais notre système immunitaire peut nous défendre. Fait qu'on se dit, si on diminue ces défenses-là, ben, peut-être plus de chances qu'on ait un cancer. En fait, c'est cette rationnelle-là qui est derrière cette crainte-là. Est-ce qu'on devrait vraiment s'inquiéter par rapport à ça? La réponse est peut-être pas tant que ça, finalement. Dans les monographies, la majorité des monographies là, des agents biologiques utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, on parle d'une augmentation du risque de cancer, notamment les lymphomes, ce qui est une sorte de cancer un peu du sang. Puis les cancers de la peau qui seraient augmentés. Mais si on regarde l'ensemble des données, les risques sont quand même faibles versus la population en général. Euh, il faut, il y a différentes choses à dire par rapport à ça. Lorsqu'on regarde une monographie, il faut regarder aussi la taille des données. Tu sais, je regardais une et disait, on a eu le triple de cas de cancer chez 90 patients. Mais peut-être que 90 patients, ce n'est pas un très gros échantillonnage. Tu sais, on en avait un dans un groupe, trois dans l'autre, mais 90, on peut-être juste pas chanceux. Tu sais, on a peut-être juste attrapé des patients qui avaient développé, de toute façon, qui auraient développé un cancer. Fait que ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, des fois, c'est difficile de le voir dans la monographie. Dans les études, des fois, ils vont en parler. Mais tu sais, on peut avoir une augmentation de risque du cancer du poumon dans une étude. Puis on se rend compte que finalement, ben, ils n'ont pas regardé si les patients fumaient ou pas. Alors, on s'entend que si on n'est pas chanceux et qu'il y a un groupe qui avait le double de fumeurs, pas mal plus de chances de développer un cancer du poumon. Euh, les monographies aussi, il faut savoir, c'est un document légal officiel. Fait que les compagnies, dans le fond, ils veulent faire un état de tous les risques qui ont été documentés, qu'eux se sont aperçus durant les études. Fait qu'ils sont obligés de tout déclarer. Puis ils ont tendance à vraiment tout déclarer ce qu'ils ont trouvé, même si des fois, le lien de cause à effet est pas si évident que ça. Souvent, c'est les grosses études, post-commercialisation puis indépendantes qui vont nous donner des documents plus fiables. Puis, dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, on a remarqué que même les patients sans traitement ont un risque déjà légèrement plus élevé de cancer. Fait qu'il faut prendre ça aussi en compte. Fait que, oui, probablement qu'il y a une légère augmentation de certains cas de cancer, mais que l'augmentation de la qualité de vie, puis aussi le bénéfice du traitement dépasse largement l'augmentation de ce risque-là. Les zones grises ont l'air de demeurer surtout pour le cancer de la peau, puis pour les lymphomes en tant que tels. Mais tu sais, c'est pas un risque absolu, c'est vraiment plus probablement une légère augmentation des risques. On va d'ailleurs, on va probablement faire au mois d'avril une petite, une autre formation qui serait prévue là, sur la révision des monographies, où on pourra regarder le plus en détail certaines stratégies là, sur qu'est-ce qu'on regarde dans la monographie, puis peut-être aussi distinguer d'autres sources d'informations là, qui pourraient vous être utiles là, sur les différents traitements. Fait que probablement à venir là, au mois d'avril. Finalement, en fait, j'ai relevé, comme je vous avais dit, 4 ressources que je trouvais qui étaient vraiment pertinentes. Euh, dans le fond, la conférence a été enregistrée. Je pense, en tout cas, si vous voulez aussi, il y a probablement possibilité de partager le PowerPoint, fait que vous pourrez avoir accès directement au lien. Bien entendu, il y a un fantastique guide qui est fait par le Justin Justine. Ça se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui le connaissiez, là, la réduction du risque infectieux chez les enfants recevant un traitement immunosuppresseur. Donc, ça parle vraiment un petit peu de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, puis il y a des exemples. Le guide est vraiment bien fait. La deuxième, c'est une ressource de nos cousins français, un site en France fait sur l'enfant immunodéprimé. Mais il y a vraiment beaucoup d'informations. Fait que c'est très intéressant. Il adresse vraiment les différents risques et les différentes données susceptibles de nous intéresser. Euh, dans le fond, des stratégies pour la sécurité des enfants immunodéprimés dans son milieu de vie. Puis, finalement, si vous avez plus de questions sur la vaccination, bien, il y a Santé Canada qui a fait un guide à l'intention des parents, parce que pas mal tout sur les vaccins est expliqué, là, autant chez les enfants immunosupprimés que chez les enfants qui ne le sont pas. Donc, je pense qu'on serait rendu à pouvoir prendre les questions. Oui, mais merci beaucoup, Anne Desmarais. C'est super intéressant. Je trouvais que c'était très bien vulgarisé aussi. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on avait deux questions. La première, je pense que vous pouvez la voir vous-même. Puis l'autre, je l'ai reçue juste moi. Fait que je vais vous laisser. Je sais pas si vous aviez une réponse Oui, pour la première question. je vais la lire dans le fond. Oui, oui. Si notre enfant se blesse à l'extérieur, faut-il seulement bien nettoyer la blessure au savon ou c'est mieux de demander un vaccin pour le tétanos? Ben, bien nettoyer à l'eau courante au savon non parfumé, c'est la mesure de base. On devrait toujours le faire. Dépendamment, après ça, de la plaie, ben, la couvrir avec un pansement, ça aussi toujours. Dépendamment de la plaie, des fois, on met un antibiotique en crème ou pas, mais ça, vous pouvez voir avec le pharmacien si vous n'êtes pas certain. Pour le tétanos, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du type de plaie, si c'est une plaie souillée ou avec de la terre, s'il y a eu une morsure d'animaux ou s'il y a eu un contact avec du métal. C'est sûr, le vaccin avec le tétanos est recommandé. La seule chose, c'est comme, je vais juste reculer les diapositives pour vous montrer le calendrier de vaccination. Mais il y a un petit algorithme qu'on a, nous, les pharmaciens. Si vous n'êtes pas certain, je vous invite à appeler votre pharmacie. Maintenant, beaucoup de pharmacies vaccinent aussi peuvent vous dépanner pour le tétanos. Fait que ça peut être une bonne solution. Mais les enfants ont une dose de rappel, dans le fond, pour le tétanos entre 4 et 6 ans.
puis ils en ont une autre en troisième secondaire. Fait que généralement, quand ça fait moins que 5 ans que c'est écoulé depuis la dose de rappel, on ne revaccine pas nécessairement d'emblée, à part certaines conditions très particulières. Ben, si vous n'êtes pas certain, comme je vous dis, lâchez un petit coup de fête à la pharmacie, puis ils vont pouvoir vous dire. Mais ce n'est pas nécessairement d'emblée tous les types de plaies là, qu'on vaccine pour le tétanos. Super, merci beaucoup. Et j'en avais une autre que j'ai reçue juste moi. Je vais vous la lire. Alors, si notre enfant a eu son vaccin contre la varicelle, a-t-il vraiment un risque de développer un zona plus tard? On pense que la question, je vais pouvoir juste répondre sur une base hypothétique parce qu'on n'est pas certain à 100%. Je vous dirais, on va le savoir plus dans une dizaine ou une vingtaine d'années. On pense que probablement il n'y aura pas de zona parce que dans le fond, pour avoir le zona, il faut avoir eu la varicelle. La seule chose qu'on s'est rendu compte, c'est que la varicelle, le vaccin contre la varicelle, ça ne protège pas à 100%. On peut avoir la varicelle quand même. Puis il y a des enfants qui ont des varicelles qu'on dit à deux boutons. Fait que peut-être des varicelles qui passent inaperçues. Fait que la garantie est comme pas à 100%. Puis on se demande si la protection est assez forte pour être certain à 100% qu'il n'y ait pas de zona. Mais c'est sûr que les risques sont quand même grandement diminués. Mais pas de réponse absolue, malheureusement, à ça. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si parmi les deux participantes qu'on a avec nous, là, s'il y avait d'autres questions. C'est le moment ou jamais. Vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez les déposer dans le chat. C'est le moment de poser vos dernières questions si vous en avez. Sinon, moi, en attendant, je vous laisse quelques petits instants si vous avez d'autres questions. Sinon, comme Madame Desmarais, vous le dit pendant la conférence, on prévoit une autre conférence là, probablement en avril. La date sera à déterminer sur la monographie des médicaments, justement, comment bien interpréter tout ça. Donc, Mme Marais a accepté de collaborer avec moi à nouveau. Alors, ce sera à venir probablement en avril. Vous recevrez les informations par courriel au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Et pour ceux et celles qui étaient inscrits à la conférence de ce soir, vous recevrez, je ne sais pas si ça va être demain ou au plus tard, là, d'ici la fin de la semaine, euh, un courriel avec le lien pour revisionner la conférence et possiblement soit que je mets les liens que vous avez mis en référence à la fin du PowerPoint ou tout simplement le PowerPoint. Bref, vous aurez accès là, aux ressources que Mme Desmarais a citées pendant la conférence. Donc, voilà, je ne crois pas qu'on aura d'autres questions. Donc, un grand merci, Madame Desmarais. C'est super intéressant. C'est très précieux, votre temps que vous consacrez comme ça à notre organisme. Donc, j'espère que vous avez apprécié et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Au revoir.